Alors c'est évidemment un petit peu difficile d'intervenir en dernier, après une traversée de 10 siècles quand même. Pour ceux qui étaient là avec nous depuis ce matin, c'est bel et bien 10 siècles que nous avons traversés et nous entamons donc ce petit bout de 21e siècle avec Elfriede Jelinek. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'entendez pas prononcer Jelinek, je vais le prononcer tel qu'il l'est en Autriche et donc appeler mon auteur Elfriede Jelinek. Alors intervenir en dernier, c'est quelque part aussi facile puisque mes collègues m'ont brillamment préparé le terrain et vous allez voir qu'on va en fait réviser beaucoup de choses qu'on a entendues aujourd'hui. À commencer par Roswitha. Oui, il y a un lien entre Roswitha et Elfriede Jelinek, puisqu'Elfriede Jelinek a reçu, je crois que c'était même un des premiers prix qu'elle a reçu, la médaille de la ville de Bad Gandersheim qui s'appelle la médaille Roswitha, et donc elle a commis un petit texte à l'occasion de la réception de ce prix. Donc nous allons en plus boucler la boucle qui a été établie par nos programmateurs et programmatrices, que je remercie à l'occasion. Une différence importante par rapport aux femmes dont il a été question aujourd'hui, c'est que Elfriede Jelinek ne travaille pas dans l'ombre. Elle est extrêmement visible, extrêmement jouée et bénéficie d'une publicité immense dans les pays de langue allemande, mais de plus en plus aussi au-delà par le biais de traductions. Pour vous donner rapidement quelques repères, Elfriede Jelinek est l'auteur de romans, une dizaine, une quarantaine de pièces de théâtre, de nombreuses pièces radiophoniques, et ma collègue d'Oxford a rappelé combien le genre de la pièce radiophonique est vivace en Allemagne, est très important. Elle a écrit un tout petit peu de poésie dont elle s'est excusée plus tard, mais qui est disponible également, et puis surtout des centaines et des centaines de contributions pour tous les grands titres de la presse germanophone, et c'est à vrai dire le corpus dont je suis plus particulièrement spécialiste. Et elle a également écrit des livrets d'opéra qui, eux, par contre, sont moins accessibles, et surtout ce sont des opéras qui, à ce jour, n'ont jamais été représentés. Pour vous donner aussi un aperçu des prix qu'elle a reçus et justifier l'idée que c'est un auteur qui est au sommet de sa reconnaissance, le prix Georg Büchner qu'elle reçoit en 1998 est la distinction majeure des pays de langue allemande. Celui que j'ai indiqué ensuite, le prix du festival de Mülheim an der Ruhr, c'est l'un des très grands festivals de théâtre de langue allemande, et vous voyez qu'elle a reçu plusieurs fois le prix, et c'est de temps en temps le prix du public, de temps en temps le prix du jury, et c'est une sorte de hold-up permanent. Tous les ans, on sait qu'il y a une bonne chance pour que ce soit de nouveau elle qui rafle le prix. En 2004, bien sûr, la distinction majeure, le prix Nobel. 2007-2009, elle a été 2 fois, pratiquement de suite, élue dramaturge de l'année selon Theater Heute, l'un des 2 grands magazines de théâtre. Et puis, tout récemment, elle a reçu le Deutsche Theaterpreis, le prix du théâtre allemand, pour l'ensemble de son œuvre. Il faut peut-être quand même un petit peu nuancer à présent ce succès, cette impression de fulgurance, pour ajouter que cette reconnaissance ne lui est pas venue tout de suite. Vous voyez globalement qu'il y a une petite montée en puissance dans les années 90, mais que c'est surtout le tournant des années 2000 qui va s'avérer important. Et puis le prix Nobel a une sorte d'effet d'aimant et d'aimantation de tous les autres prix qui sont venus se greffer autour de ça. À ce moment-là, elle a quand même déjà une 60aine d'années. Elfriede Jelinek est née en 1946 et elle a publié énormément de choses avant que ne vienne cette reconnaissance. Elle a bénéficié de succès antérieurs, dès les années 80, mais à chaque fois, ce sont surtout des succès de scandale, dont un écrivain probablement ne pourrait pas se réjouir, parce qu'ils attirent certes les lecteurs, ils attirent certes les commentaires, mais en général, un voile s'interpose entre le lecteur et l'œuvre n'est pas vraiment reçue à sa juste valeur. Je parle ici notamment des succès de scandale qui ont entouré La pianiste, que vous connaissez peut-être pour avoir lu le roman, et plus probablement encore par l'adaptation cinématographique de Michael Haneke. Et puis surtout, Lust, ce grand malentendu dans l'œuvre d'Elfriede Jelinek, un roman de 86, si je ne me trompe pas, qu'elle appelle sa tentative d'anti-porno, de porno au féminin, donc bon, l'effet d'annonce ayant fonctionné. Ce livre est devenu un best-seller, mais reste un point douloureux dans la bibliographie d'Elfriede Jelinek.
Dans le temps qui m'est imparti, qui est court, je vais essayer de faire un pont entre ces années 90, la période d'émergence d'Elfriede Jelinek, et puis les choses qu'elle produit maintenant, ce qui me permettra de relier aussi les différents genres qu'elle a pratiqués, puisque dans les années 80, il y a certes déjà des pièces de théâtre, mais surtout des romans, et puis depuis les années 90 et surtout 2000, c'est de plus en plus exclusivement des pièces de théâtre. Donc, je l'ai dit, une date importante, Elfriede Jelinek est née en 1946, ce qui veut dire que ce que Michel Vinocq appelle la période d'émergence des auteurs, des intellectuels, en quelque sorte leur naissance au public et à la création, se situe à proximité du mai 68 français, qui n'a que peu de répercussions en Autriche, mais elle se situe surtout au moment de ce qu'on appelle dans les pays de langue allemande, mais pas seulement, la seconde vague du féminisme. Les revendications d'alors, vous vous en souvenez, sont surtout le droit à l'avortement et la pilule contraceptive, et il faut ajouter aussi, pour comprendre un petit peu le contexte de ces pièces et les moyens esthétiques qu'ils utilisent, que les moyens du militantisme d'alors sont surtout fondés sur des coups d'éclat dans l'espace public. Et c'est ce qui va caractériser un petit peu aussi l'écriture d'Elfriede Jelinek à ce moment-là. Avant de vous donner 3 exemples de pièces, je dis peut-être un mot de son engagement personnel, à côté des féministes, peut-être 3 choses importantes. Il existait en Allemagne 2 revues féministes importantes, Emma, qui existe encore aujourd'hui et qui a été fondée et qui continue d'être dirigée par Alice Schwarz, qui a aussi une accointance avec la France, et puis une revue beaucoup plus radicale qui s'appelait Die Schwarze Botin et qui a une longévité beaucoup moindre. Elfriede Jelinek a dirigé pendant plusieurs années, dans les années 80, l'édition viennoise du magazine radical, donc Die Schwarze Botin, ce qui veut dire la messagère noire. D'autre part, elle a quand même écrit aussi pour le magazine Emma, notamment à l'occasion d'une campagne contre la pornographie. Et puis, elle a soutenu publiquement et contribué à fonder un comité de soutien à la compositrice suisse, Patricia Jünger, qui avait été victime d'une agression qu'on qualifierait aujourd'hui d'homophobe, mais le mot à l'époque n'est pas utilisé. Elle se fait attaquer avec son amie dans un parking et la justice finalement décide contre elle. Ce sont les femmes qui étaient coupables de l'agression dont elles ont été victimes. Et Elfriede Jelinek va utiliser déjà à l'époque la notoriété dont elle bénéficie pour défendre son amie et essayer surtout qu'elle obtienne réparation. Et c'est un geste qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, vraiment mettre au service d'une cause et mettre au service d'auteurs moins connus la grande publicité, la grande notoriété dont elle bénéficie. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblent ces premières pièces de théâtre, j'en ai choisi donc 3. La toute première, Ce qui arriva quand Nora quitta son mari. Et ça doit vous rappeler quelque chose qu'on a entendu en début d'après-midi. Il était question non pas d'Ibsen, mais de Strindberg. Mais il a été question aussi d'une maison de poupées. Et c'est bien en souvenir de la pièce d'Ibsen qu'a été écrite cette première pièce. Et puis je dirai un mot de Clara S., Maladie ou femme moderne de 84, et vous voyez que ces 3 productions se tiennent dans un mouchoir de poche, alors que parallèlement elle écrit encore dans d'autres genres. Donc elle est déjà extrêmement prolixe à ce moment-là. Comme le titre l'indique, on a affaire à une variation d'une pièce qui fête alors son centenaire, Une maison de poupées. Jelinek imagine que Nora doit travailler à l'usine pour subvenir à ses besoins. Et elle va essayer au sein de l'usine de trouver des solidarités féminines, mais les ouvrières ne comprennent pas ce qu'elle veut. Et puis finalement, elle se retrouve un peu exploitée par son patron qui veut l'entraîner dans des jeux sadomaso, en fait au profit de son mari. Suite à toutes ces déconvenues, elle rentre de plein gré au foyer familial. Donc une tournure tout à fait ironique de cette réécriture. La deuxième pièce, Clara S., porte sur le couple Clara et Robert Schumann, ce qui vous en explique le titre. Et puis il est intéressant que le nom de famille soit tronqué. Cette Clara n'est pas devenue la grande compositrice qu'elle aurait pu être. Elle est restée Clara, la femme de Robert Schumann. Là aussi, elle réécrit l'histoire un petit peu à sa sauce et elle aborde un sujet dont il a été un peu question tout au long de la journée. C'est celle des couples de créateurs. Et c'est une question qui revient souvent aussi dans les essais de Jelinek à cette époque-là. Elle parle des Fitzgerald, par exemple, et elle aboutit toujours à la conclusion qu'il y en a un des deux qui sacrifie son talent, et c'est la femme, parce qu'elle devient mère, parce qu'elle devient épouse, et elle se met au service de sa famille et renonce à son talent.
Donc la pièce se finit là aussi encore de façon très brutale. Elle se fait humilier par le poète Gabriele D'Annunzio, qui apparaît aussi dans la pièce. Elle finit par étrangler Robert, et puis elle meurt elle-même au piano, prise dans une transe musicale. Vous riez déjà, mais le pire est à venir, avec la troisième pièce, Maladie ou femme moderne, qui commence sur un siège d'un docteur qui allie deux spécialités d'ordinaire séparées, c'est-à-dire qu'il est à la fois dentiste et gynécologue. Il s'occupe de toutes les ouvertures. C'est quelque part très logique. Et donc, nous trouvons Émilie sur ce siège, sur le point d'accoucher de son 6e enfant, et elle meurt, mordue par un vampire, Carmilla. Se forme alors un couple qui devient finalement une créature à 2 têtes avant d'être abattu par le mari et le médecin. Donc ça se gâte sérieusement. Alors on peut noter 3 choses au sujet de ces débuts de Jelinek pour le théâtre. D'une part, la radicalisation de son écriture en un espace de temps très court. On parle ici de 5 ans, 79-84, et vous voyez clairement qu'au niveau des personnages, des histoires et des fins surtout qui sont proposées, c'est de plus en plus baroque. À chaque fois, il y a des références littéraires, et ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. À chaque fois, il y a une source d'inspiration qui est un personnage existant ou une œuvre existante qui deviennent des personnages, qui deviennent une source d'inspiration à partir de laquelle la nouvelle œuvre est créée. Et puis surtout, une thématique cruciale, c'est celle que je voudrais développer, et c'est en lisant les essais de Jelinek que cette question m'est apparue assez clairement comme un fil rouge de l'œuvre de Jelinek. Qu'est-ce que la création féminine en dehors de la maternité ? Je crois que c'est vraiment la question qui se forme dans les années 80 et qu'on retrouve dans les soubassements de son œuvre, il me semble, jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour clore sur cette première période des années 80, Jelinek ne s'est évidemment pas fait que des amis en écrivant ces choses-là, ces textes-là. Et ce qui m'intéresse, c'est les dissensions au sein du féminisme même. Jelinek se met à dos bon nombre de féministes à cette époque-là. J'ai déjà dit qu'il y avait 2 courants, Emma et la messagère noire, plus radicales, et Jelinek va embrasser plutôt le camp des féministes radicales, voire aucun camp du tout d'ailleurs. 2 choses qui l'opposent aux féministes, c'est d'une part, on est en pleine réflexion, d'autres auteurs aussi, sur ce que pourrait être la littérature de femmes, la littérature féminine. Et beaucoup vont apporter une réponse que Jelinek trouve versée dans la sensiblerie, l'histoire du corps, la biographie au féminin. Et elle va le refuser absolument. Elle estime qu'il s'agit là véritablement de sensiblerie, et elle a une revendication qu'elle dit très clairement, je vais citer un texte dans un instant, elle a une revendication d'intellectualisme. Elle utilise, je crois, ce mot-là. Une autre chose encore qui va de pair, il me semble, avec ce premier point, c'est la solidarité entre les femmes, qui est toujours présupposée. Nous avons le même corps, nous pouvons donc parler au nom les unes des autres. Et c'est quelque chose que Jelinek va trouver extrêmement problématique, et le pronom personnel, qui est en fait le plus récurrent dans toute son œuvre depuis 30 ans, c'est « nous ». Mais c'est toujours un « nous » très ironique, pour montrer que les « nous » sont construits trop rapidement. Non pas pour dire qu'ils ne peuvent pas exister, mais qu'ils doivent d'abord être construits. Dans un texte de 1977, et j'arrêterai cette première partie sur ça, qui s'appelle « Un rassemblement », elle revient de Berlin, où elle est allée aux Journées critiques de la femme. Elle a rencontré et entendu d'autres féministes. Elle rentre en disant « Désormais, j'utiliserai la première personne du singulier quand c'est de moi que je voudrais parler. Je vais arrêter ce « nous, les femmes » pour développer un autre discours. » Alors, j'avais intitulé ma communication « Un théâtre engagé pour le XXIe siècle ». Je suis pour l'instant à la fin du XXe, mais ce qui me semble se jouer là et qu'on retrouve en fait aujourd'hui, ce qui prépare peut-être la 3e vague à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est 2 choses. La diversité au sein du féminisme qui est en germe. Elle critique un féminisme mainstream, un féminisme bourgeois. Elle ne va pas encore dans le sens d'un afro-féminisme qu'on a aujourd'hui, d'un féminisme queer. Elle n'en est pas là, mais elle en est à une réflexion sur ce qui pourrait faire ou ce qui ne devrait pas faire l'unité
des féminismes. Et une autre chose encore, ce que Camille Froidevaux-Métairie, dans son texte, je crois, Le corps des femmes, appelle le tournant sexuel ou le tournant génital du nouveau féminisme à partir des années 90, et en particulier aujourd'hui, il me semble qu'il est en germe dans des pièces comme Maladie ou Femmes modernes. Alors on a encore peu parlé des formes féminines aujourd'hui. Venons-en donc avec la deuxième partie de la bibliographie de Jelinek. Donc je saute un certain nombre d'années. Évidemment, il faudrait bien plus de nuances que je ne vais en utiliser. Donc comme je le disais, la question fondamentale à laquelle Jelinek va s'atteler et à laquelle elle va travailler, il me semble, pendant une dizaine d'années en expérimentant sans trouver vraiment de solution convenable, de solution stable. La question, c'est la création des femmes en dehors de la maternité et la question d'une spécificité de l'écriture féminine. Existe-t-elle ou non? Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire en tant que femme? On peut établir ici un petit lien avec Bertolt Brecht, qu'elle cite dans un court texte de 83. Par mes textes, j'essaie, comme Brecht l'exigeait, de ne pas simplement verser de nouveaux contenus dans de vieux tuyaux. Je veux trouver une forme esthétique en adéquation avec des contenus progressistes. La langue ne doit pas simplement véhiculer des contenus politiques, mais changer au gré des contenus. Ça, c'est l'annonce un peu programmatique. On est en 83 et il me semble que la solution, on l'a maintenant. Avant que je vous donne un exemple très concret de la façon dont ça fonctionne dans ces textes de théâtre, je fais une petite parenthèse qui s'impose, je pense, quand on parle de théâtre, c'est la différence entre le texte que livre l'écrivain et ce qu'on voit sur scène. Et c'est d'autant plus vrai pour le théâtre contemporain, qui n'est plus centré sur le texte et qui est véritablement l'œuvre du metteur en scène, de la metteuse en scène, qui va intervenir très fortement, en particulier dans les pays de langue allemande, où on a depuis les années 90 ce qu'on appelle le théâtre de régie, das Regietheater, où la figure, l'autorité principale n'est pas l'auteur, mais le metteur en scène. Il a tout pouvoir et il a le droit de couper le texte pratiquement autant qu'il veut. La législation est extrêmement large à ce sujet. Donc, ce que nous voyons sur les scènes, quand on dit spectacle d'Elfriede Jelinek, nous voyons en fait, et je cite ici 4 des très très grands metteurs en scène de langue allemande depuis les années 90 en fait, c'est d'abord Einer Schläf, une pièce de sport, un travail immense, y compris dans le temps. Je crois que la version longue, c'était 7 ou 9 heures, au Burgtheater de Vienne, donc tout de suite la grande institution au cœur de Vienne, l'ancien théâtre de la monarchie austro-hongroise, et il met en scène donc cette pièce en travaillant sur une esthétique chorale, qui intéresse beaucoup Jelinek, mais c'est Einer Schläf seulement qui a véritablement exploité cet aspect-là. Les autres ont tiré d'autres fils. J'évoquerai ensuite Bambiland avec Christoph Schlingensief, on est là au début des années 2000, La guerre en Irak, 2 pièces qui abordent ce conflit, Bambiland et Babel. Christoph Schlingensief a été aussi l'occasion d'une forte synergie entre l'auteur et le metteur en scène, ou l'autrice et le metteur en scène, devrais-je dire au terme de cette journée. Christoph Schlingensief est malheureusement mort prématurément, Einer Schläf aussi, je ne sais pas s'il faut en tirer des conclusions. En tout cas, Yossi Wieler avec Rechnitz, et puis surtout le nom qu'on associe principalement aujourd'hui aux mises en scène de Jelinek parce qu'elle lui accorde systématiquement la primeur de ses nouvelles pièces, et je crois qu'on en est à 10 mises en scène signées Nicolas Stemann. Et j'ai pris l'exemple des contrats du commerçant parce que la pièce a été montrée en Avignon il y a quelques années. Donc peut-être que vous avez entendu, vu la pièce ou vu des images. Et donc si j'insiste sur ça, c'est parce que j'ai moi-même pris conscience de la marque qu'a imprimée notamment Nicolas Stemann à l'esthétique de Jelinek, et ça m'est venu, ça m'a sauté aux yeux en quelque sorte quand j'ai vu, et vous l'avez peut-être vu aussi, la mise en scène de Cathy Mitchell au printemps dernier au Théâtre de la Colline. Donc je vois quelques têtes qui s'agitent. Donc la pièce s'appelait Ombre, Eurydice parle. L'esthétique était radicalement différente de celle de Stemann, et ma première réaction a été de dire « la pauvre Cathy Mitchell n'a rien compris, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et en retravaillant sur la pièce, je me suis dit « non, elle lave mon regard de tout ce que Stemann y avait mis, et sans porter de jugement de valeur, ce sont simplement 2 esthétiques différentes ». Il faut donc prendre conscience qu'il y a un potentiel dans les pièces de Jelinek, et que ce que nous voyons sur scène, eh bien, ce sont des actualisations au gré
d'une autre singularité qui s'est penchée sur la chose. Je referme cette considération. Pour en venir au thème justement de la citation, j'aimerais dire quelques petites choses sur les formes féminines que Jelinek invente à partir de choses qui ne sont pas nouvelles. La citation n'est évidemment pas de son fait. Et je vous montre d'abord à quoi ressemble une page de théâtre de Jelinek. On ne verrait pas spontanément qu'il s'agit de théâtre. On a même l'impression que c'est que du monologue. C'est pour ça que si vous avez envie de lire du théâtre de Jelinek ou de lire Jelinek, je vous conseillerais peut-être plutôt les romans, mais je vous donnerai quelques conseils de lecture à la fin. Pourquoi c'est difficile à lire? Eh bien parce qu'on est perdu par rapport aux repères classiques d'un jeu dialogué, de personnages qui sont nommés, mais on vient d'entendre aussi avec l'exemple de Sarraute et Duras que Jelinek évidemment n'invente pas ce renouvellement des formes. Alors, j'aimerais montrer à travers le prisme de la citation que ceci n'est pas un monologue, ceci n'est pas quelque chose de monologique. Et puis je vais revenir aussi à des choses dont on a parlé tout au long de la journée. Alors, comme nous savons depuis Antoine Compagnon et son livre « La citation, le travail de seconde main », la citation, c'est une façon de ne pas créer. C'est reprendre et augmenter. Et je vous renvoie à l'étymologie d'auteur qu'a rappelé Aurore Evin tout à l'heure. Jelinek va ironiser. Oui, je fais du théâtre féminin, c'est-à-dire ce n'est pas un théâtre de génie créateur, je ne fais que réécrire. Évidemment, elle le dit avec beaucoup d'ironie. Donc la forme féminine, c'est avant tout faire du féminin, du non génial, de la reprise. Mais la citation lui permet aussi de rendre hommage. Et je relis ici mon propos de nouveau à des choses qu'on a entendues aujourd'hui, celle de matrimoine, la nécessité pour les femmes d'entretenir un patrimoine au féminin qui a trop tendance à se perdre, à être rendu invisible. Jelinek va profiter de son théâtre pour insérer des citations de poètes, d'auteurs, de dramaturges qu'elle aime et qui sont trop souvent oubliées. Je vous donne un exemple que vous ne connaîtrez certainement pas, justement, Elfriede Gerstel, une poétesse juive, un tout petit peu plus âgée que Elfriede Jelinek, décédée il y a quelques années, avec laquelle elle était très amie et qui a vécu très chichement. Elle était enfant juive cachée pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis poétesse qui n'a jamais pu vivre de son art, et Jelinek l'a régulièrement aidée, rencontrée, travaillé avec elle, et elle lui rend désormais hommage en conservant son œuvre, en l'intégrant dans son propre travail. Et je vous donne un autre exemple, Robert Walser, qui est un petit peu plus connu, un poète suisse qui est mort fou, seul dans la neige, perdu après une promenade. Et c'est quelqu'un qui a créé aussi dans des conditions très précaires. Il était employé de bureau et même le papier était difficile à trouver. Et je vous montre ici un manuscrit. Il reçoit cette lettre de la rédaction d'un journal et son œuvre, c'est ces petits hiéroglyphes que vous voyez un peu partout. Et si je reviens au texte de Jelinek, il faut en fait le voir comme ça. Il y a en fait plein de citations qui sont tissées, et à propos du tissage, c'est une autre ironisation des formes typiquement féminines, de la mythologie féminine que nous avons, c'est celle du tissage. Écrire comme ça, c'est aussi reprendre le travail de Pénélope, la première des femmes, dans l'Odyssée. Et là aussi, vous pouvez voir le texte de Jelinek un peu comme un tissage, avec des phrases qui sont un peu surélevées comme ça, qui sont les citations qui vont nous sauter à l'œil. Mais alors, il ne s'agit pas que de citations littéraires. Il faut vous imaginer un amalgame de citations médiatique, beaucoup de citations médiatiques. Elle écrit beaucoup sur des événements, des catastrophes qui se passent en Autriche, la guerre en Irak, la catastrophe nucléaire de Fukushima. Et elle va se servir de ce qui est paru dans la presse. Et donc, ça revisite fondamentalement ce qu'est l'intertextualité, la littérature sur la littérature. Ici, c'est la littérature qui emprunte au discours médiatique, y compris donc le discours non littéraire. Qu'est-ce que ça lui permet ? Là encore, quelque chose qu'on a entendu dans les exposés sur Duras et sur Sarraute, eh bien la désincarnation des voix, quelque chose qui va l'intéresser beaucoup. Son théâtre est joué par des acteurs, mais qui ne sont jamais un personnage. Et très souvent, ces blocs de texte vont être répartis sur 5 ou 6 acteurs. Les acteurs vont changer de portion de texte, et donc ce qu'il reste, c'est véritablement la voix, c'est le corps. Et
Elfriede Jelinek s'applique à elle-même, ce qu'elle voudrait pour les artistes. Et je vous montre ici comment elle reçoit ses prix depuis le prix Nobel, qu'elle n'est pas allée chercher à Stockholm. Elle avait envoyé une vidéo. Depuis, elle a un petit peu changé. Désormais, c'est comme ça qu'elle reçoit ses prix. Cette façon de désincarner les voix est encore un clin d'œil, une ironisation de ce qui a souvent été la parole des femmes, c'est-à-dire une parole produite par d'autres. On parle sur les femmes. Et c'est aussi une façon de revenir à ce personnage de vampire qu'elle utilise dès les années 80, ce vampire, ce fantôme qui est désincarné. Une autre chose encore, à laquelle lui sert la citation, c'est la subversion des discours de pouvoir. Donc je l'ai dit, elle ne cite pas que des œuvres littéraires, elle va citer le journal télé, la presse, et elle prend les pires titres de la presse autrichienne, où les tabloïds sont beaucoup plus développés qu'ici, mais qui sont lus à des millions d'exemplaires. L'Autriche, c'est minuscule, et je pense que la Kronenzeitung a plus d'1 million de lecteurs. Donc c'est une intertextualité qui fonctionne beaucoup mieux que d'aller citer même Goethe. La Kronenzeitung a aujourd'hui plus de lecteurs que Goethe. Et en quoi est-ce que la répétition d'un discours qu'on veut critiquer va servir la critique? Elle s'en explique dans un texte de 2003. C'est le fait de lui donner un début et une fin. Le discours de pouvoir se trouve pris dans une représentation théâtrale. Or, au théâtre, on commence, on finit. On n'a pas un programme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme à la télévision. Cette chose qui ne s'arrête jamais, qui fonctionne en permanence en arrière-plan de nos vies. Le théâtre, il y a un début, une fin. Produire, même ne serait-ce que reproduire un discours de pouvoir au théâtre, c'est montrer que ce pouvoir n'est pas éternel. Et vous découvrez la citation derrière moi. L'acmé de tout ça, de ce petit travail sur la petite phrase étrangère qui se promène dans le texte personnel, c'est la création d'un genre nouveau qu'elle a appelé le drame parasitaire. Et j'ai intitulé ici la chose « Réécrire les classiques », mais le terme qu'utilise Jelinek, c'est le drame parasitaire. Elle en a produit 2 à ce jour, Faust in and out, et vous entendez que c'est Faust au féminin, et puis une autre pièce pour Nathan le Sage. On a donc affaire ici à 2 grands classiques de la littérature de langue allemande, Lessing d'un côté, Théâtre des Lumières, et de l'autre, Goethe. Le drame parasitaire, ce sont des pièces d'accompagnement que Jelinek voudrait voir jouer dans le foyer des théâtres, si possible même dans le sous-sol, enfin dans un endroit un petit peu annexe, un pauvre endroit du théâtre, certainement pas sur la grande scène. Sur la grande scène se joue le théâtre, la pièce classique, et quelque part dans le théâtre se joue cette œuvre de femme, toujours secondarisée, toujours dépréciée, mais qui entre évidemment en résonance avec la pièce principale. Alors c'est une façon d'illustrer le sort souvent réservé aux textes de femmes, mais il faut y voir un double enjeu. C'est aussi une façon de dire, attention, les fondations du théâtre sont prises d'assaut par les femmes. Elles sont là qui grouillent sous la scène principale. Pour vous dire un mot des thèmes que Jelinek aborde depuis les années 2000, elle s'est largement éloignée des thèmes typiques des femmes. Elle a parlé, je l'ai dit, de la guerre en Irak. Elle a parlé de la menace nucléaire avec l'accident de Fukushima. Elle a parlé de la crise migratoire dans l'une de ses toutes dernières pièces. Elle parle de Trump, c'était la première image que vous avez vue. Et on voit qu'il y a une extrême proximité avec les événements au moment où ils se produisent. Et donc, peut-être que je peux simplement en venir ici à ma conclusion et me justifier ici de mon titre. Le titre m'est venu de façon tout à fait incongrue. En fait, je pensais à la messe pour le temps présent de Pierre Henry. Et rien à voir, mais si. Une pièce qui revendique, une pièce de musique de Pierre Henry, qui revendique sa contemporanéité au moment où elle s'éloigne de nous. C'est un travail de 67. Mais cette revendication un petit peu déraisonnablement ambitieuse, typique du XXe siècle, elle est aussi dans le travail de Jelinek. Et je voudrais commencer la conclusion en disant qu'il faut absolument la voir comme une femme du XXe siècle, absolument. Mais elle a l'ambition de poursuivre ces engagements-là au XXIe en renouvelant la forme. Ce n'est pas un théâtre engagé au sens où il va vous dire ce qu'il faut penser. C'est pour ça qu'il est si difficile. Il déconstruit des discours
avec le risque que nous passions à côté. Elle prend un risque extrêmement fort en laissant ces textes ouverts. Et c'est effectivement ce qui fait leur difficulté et qui fait que parfois le livre nous tombe des mains et alors elle a échoué. Mais donc, pour revenir à Pierre-Henry, le rapport, c'est aussi l'importance des autres arts et en particulier de la musique. Je ne l'ai pas dit, mais Elfriede Jelinek est d'abord musicienne de formation. Elle est diplômée du Conservatoire de Vienne en orgue, notamment. Mais on la rattache trop souvent, par conséquent, à la musique classique. En fait, la musique électronique, concrète, électroacoustique, bref, expérimentale, est encore plus importante. Et ces livrets d'opéra que je mentionnais tout à l'heure, elle les écrit souvent en collaboration avec Olga Neuwirth, qui était d'abord trompettiste, maintenant compositrice. Et ce sont des œuvres de musique nouvelle, extrêmement exigeantes, là encore. Mais en tout cas, on ne peut pas comprendre le travail de Jelinek sans la proximité des autres arts. D'autre part, donc, mon titre se justifie, je pense, par le souci du temps présent. Parler des grandes crises, et j'ai énuméré toutes les crises, une partie de celles qui nous accablent depuis le tournant du siècle, elle s'en est emparée à chaque fois et au moment où il se produisait. Et elle a cette revendication, et Nicolas Steeman, le metteur en scène, l'accompagne en cela, en créant un théâtre du temps réel, Echtzeittheater. Et puis donc, troisièmement, ce qui nous vient du XXe siècle, mais qu'il ne faut peut-être pas jeter, c'est la conviction qu'un art engagé reste nécessaire à condition de trouver une forme nouvelle, une forme adaptée à un temps nouveau. Et alors, je laisse la question ouverte de savoir si cette forme peut être féminine. Ce que je voudrais vous conseiller, vous proposer pour finir, c'est donc quelques conseils de lecture en fonction de vos goûts. Vous avez de la poésie. C'est le texte placé le plus haut, sur lequel vous voyez un texte bilingue. C'est une édition bilingue de sa poésie complète. Comme je l'ai dit, elle n'en est pas très fière, mais c'est une belle édition, faite par Magali Jourdan et Mathilde Zopotke. La pianiste, qui reste, je pense, une bonne entrée dans son travail, même si c'est une œuvre qui commence à remonter un peu et qu'elle a écrit beaucoup de choses depuis. Un autre roman plus contemporain qui date de 1995 et dans une traduction d'Olivier Lelay de grande qualité, et que Elfriede Jelinek elle-même qualifie de son opus magnum, c'est donc Enfant des morts. Si vous préférez du théâtre, j'ai vu qu'étaient en vente Les Suppliants, et je ne sais pas s'il y a aussi Restoroute et Animaux, mais c'est aussi une possibilité. Surtout Restoroute et Animaux, ce sont des pièces qui parlent des femmes. Les Suppliants parlent de la crise migratoire. Et puis si vous préférez plutôt lire quelque chose sur Elfriede Jelinek, il existe plusieurs biographies. Vous trouverez ici aussi celle de Yasmin Hoffman, c'est une couverture un peu brune, qu'elle a écrite au gré de discussions avec Jelinek. Donc il y a l'avantage du propos d'auteur et en même temps le biais de l'auteur elle-même, tandis qu'ici ce sont deux journalistes et metteurs en scène qui ont signé ce portrait en allemand qui a été traduit par Laurent Cassagno il y a quelques années déjà. Et enfin, comme nous parlons de théâtre et que je vous l'ai dit, la meilleure entrée dans le théâtre de Jelinek, c'est quand même d'aller voir des représentations, j'ai trouvé ces 4 choses qui vont se produire très prochainement au Kremlin-Bicêtre en novembre et la même pièce dans une autre mise en scène à Bagnolet en décembre, la super production qui vous montrera un peu comment ces choses sont montées dans les pays de langue allemande, ce sera Sur la voie royale, am Königsweg, dans l'original, au théâtre de l'Odéon. Et si vous avez envie de voyager jusqu'à Bruxelles, eh bien vous verrez justement l'une des pièces dont j'ai parlé, donc ce qui arrive quand Nora quitta son mari en février. Et je pense que je peux ajouter une production qui aura lieu à Valence au printemps, et je regarde Sabine et Pauline, qui sera une reprise avec continuation de Maladie ou Femmes modernes, l'autre pièce dont j'ai parlé aussi.